Bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre plateau pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Aujourd'hui, l'émission sera, disons, médicale et musicale. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Sébastien B, qui est le président d'une association dont le nom évoque ce que je viens de dire. Elle s'appelle Gènes et Zik. Une association qui aide la recherche par rapport à une maladie rare. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre association? Oui, bien sûr. Bonjour et merci bien sûr de m'accueillir. Donc effectivement, je préside l'association chalonnaise Génésique, qui est partenaire d'un projet de recherche médicale qui se situe à Lyon, l'INSERM Lyon, l'unité U12-13. Et puis, Génésique, effectivement, on retrouve deux racines majeures, gène pour génétique et zik pour musique. Pour faire un raccourci un peu rapide, c'est essayer de participer à un projet de recherche médicale, le tout en musique. On n'a rien inventé, mais ça nous tient à cœur d'avoir ces vibrations musicales pour aider un projet de recherche. Alors, effectivement, l'INSERM Lyon U12-13, l'intitulé réel, c'est Nutrition, diabète et cerveau, et qui tente à apporter des solutions à toutes les pathologies caractérisées par un problème de dérégulation de la glycémie, comme le diabète de type 2 et puis bien sûr la glycogénose de type 1. C'est cette maladie dont vous êtes particulièrement attentif, c'est particulièrement attentif. Absolument, puisque la glycogénose de type 1 et type 1A, pour être plus précis, concernait mon fils Rémi, né le 11 janvier 2003. Malheureusement, une problématique d'alimentation entérale qui rentre dans la prise en charge de ces pathologies me l'arrachera dans la nuit du 17 au 18 janvier 2018. Ça illustre la dangerosité de cette pathologie puisque ce sont des personnes qui n'arrivent pas à récupérer justement les stocks de glycogène qui pour tout le monde sont nos réserves de sucre, de glucose. C'est ce qui, lorsque nous sommes à jeun, quand notre glycémie a tendance à baisser, eh bien on va aller puiser dans ces réserves pour la réguler vers le haut. À l'inverse des diabétiques qui, eux, ont une glycémie, un taux de sucre dans le sang qui est un peu trop élevé, et puis eh bien là, c'est d'autres mécanismes qui vont faire qu'on va tendre à vouloir abaisser la glycémie et la ramener à une valeur normale. Voilà, c'est un peu le principe rapide et succinct pour l'expliquer dans Cette maladie qui est rare, elle touche combien de personnes en France? Très peu. Alors, c'est 200 personnes réparties sur le territoire français concernées par une glycogénose. Oui. Donc c'est très peu, mais c'est déjà suffisant pour ces 200 personnes de trouver une solution à leurs problèmes, puisque, comme pour votre fils, certains... Oui, ça peut être malheureusement létal. Alors, il faut savoir également que la compréhension de la dégradation du glycogène va apporter des solutions à tout un ensemble de pathologies caractérisées par une forme de dérégulation de la glycémie, pas que la glycogénose de type 1. Donc c'est important d'en comprendre les mécanismes métaboliques de cette dégradation. Et pour le diabète de type 2, qui là pour le coup est une pandémie presque, on en est sur une population à aujourd'hui entre 7 et 8% de la population française est ou sera concernée par un diabète de type 2. Les problèmes de nutrition et autres, les comportements actuels font que malheureusement ces chiffres vont plutôt crescendo. L'équipe lyonnaise s'est aperçue que les complications au long terme de ces deux pathologies qui ont des origines différentes, ne sont pas les mêmes à la base, eh bien, se rejoignent sur le long terme. C'est-à-dire que les problèmes hépatiques et rénaux les complications sont très voisines.
Donc, de les corriger pour la glycogénose de type 1, eh bien, va permettre de les corriger également pour les diabétiques de type 2. Donc, c'est plus 200 personnes à qui on s'adresse, mais entre 8 et 10% de la population demain. Beaucoup plus large. Ouais, exactement. Alors, comment vous vous êtes rendu compte que votre fils, Rémi, avait cette maladie? Puis quel était son quotidien avant, sur le moment fatal? Alors, eh bien, des bébés, en fait, à partir de, on va dire du premier mois, on a commencé à s'apercevoir que entre les prises de biberons d'alimentation, eh bien, Rémi manifestait des mouvements un petit peu anormaux, enfin, un petit peu anarchiques. Des saccades un peu, surtout sur les bras et les jambes. Et puis, ça n'allait pas en s'améliorant. Plus tard, on a fait le rapprochement en disant que lorsqu'on lui donnait le biberon, enfin qu'on l'alimentait, eh bien ça atténuait, ça calmait cette problématique. Bien sûr, on a rencontré X fois le corps médical, du médecin généraliste aux pédiatres les plus pointus, mais pas de diagnostic, pas de solution. Et puis, on nous a conseillé, comme pour tous les bébés, de commencer à lui laisser faire ses nuits, etc., le laisser pleurer, même s'il n'était pas très bien. On était bien sûr loin de s'imaginer qu'il était en détresse avec une hypoglycémie qui était très basse. Et en fait, Rémi est né le 11 janvier 2003. Et on aura le diagnostic tombera le 11 juin 2003, donc 5 mois après. 5 mois d'inconnu. Et puis après, bien, on rentre dans la prise en charge de cette pathologie. Qu'est-ce qui a fait ce diagnostic? Parce que bon, c'est quand même une maladie tellement rare que peu de gens doivent la connaître. Comment vous avez trouvé le spécialiste qui a dit c'est ça? Alors, ça va être un peu pluriel, tout ça. Il y aura plusieurs intervenants. Ça va débuter par le service pédiatrique de Chalon-sur-Saône, l'hôpital de Chalon-sur-Saône, où l'un des médecins qui va se préoccuper, on va se trouver quand même face à une situation préoccupante, plus on avancera comme ça vers l'approche du diagnostic, plus ces épisodes vont être importants, plus Rémi va être mal et autres. Et puis, il aura on va dire la performance ou l'intuition, je ne sais pas trop comment appeler ça, en tout cas de palper son ventre et de se dire cet enfant doit avoir un foie trop gros, et c'est pas normal, et il pense que justement il doit certainement avoir une surcharge, une stéatose, trop de glycogène. Et il va se souvenir que dans son parcours de médecin, ça pourrait s'apparenter à une maladie génétique, dont vaguement ça doit être héréditaire, et glycogénose. Il n'en est pas très sûr, donc il va, par précaution, il a bien fait de le faire, se rapprocher à l'époque des hôpitaux Édouard Herriot. Maintenant, c'est les hôpitaux mère-enfant, mais bref, de Lyon. Et Rémi sera transféré en urgence, puisque effectivement, les échanges de données, et de prise de sang, de tout un ensemble de check-up fait en juin 2003, vont converger, confirmer. Là, il y a très certaines suspicions d'une glycogénose de type 1. Donc nous, à Lyon, on est habitué ou habilité à faire ces prises en charge. Donc voilà comment s'est fait l'entrée en matière, je veux dire, dans le monde de cette pathologie. Ouais. Alors comment s'est déroulée la vie de Rémi après avoir détecté ce manque de sucre? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a eu une vie, entre guillemets, on va mettre de grands guillemets, normale? Je pense qu'il avait une alimentation spécifique. Comment ça s'est passé, sa vie? Voilà. Alors en fait, premièrement, pour s'alimenter, alors quand on a 5 mois, évidemment, le tube digestif n'est pas mature. C'est à peu près 18 mois pour que ça soit le cas. Donc on ne commence pas
sa vie en s'alimentant avec des sucres lents. Hein. Les pâtes, le riz, la semoule, tout ça, c'est pour un peu plus tard. Et c'est des périodes où tous les organes, mais en particulier le cerveau, a besoin de sucre de façon intense. Donc c'est un casse-tête, c'est un dilemme, puisque à la fois on ne peut pas lui apporter de saccharose, de fructose, de galactose, et à la fois il en a cruellement besoin. Donc pas d'autre choix que d'utiliser ce qu'on appelle une alimentation entérale. Donc c'est une sonde nasogastrique qui passe par l'une des narines, qui rejoint l'estomac. Et c'est une pompe de nutrition qui va faire une alimentation au goutte à goutte, hein, enfin régulée bien sûr en fonction de la morphologie, alors, de bébé à plus grand, et faire les apports nécessaires pour que justement la glycémie soit bonne, mais pas que. Tous les apports nutritionnels que l'on ne trouve pas naturellement lui soient apportés. Et puis plus largement, ça va ensuite rester comme ça, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent avoir un régime, une prise en charge diététique stricte. Alors, il y a des petites variantes, hein, il y a deux grands régimes en fait en France, celui de Paris, celui de Lyon, pour aller vite. À Marseille, on est d'accord? Non, pas dans cette histoire-là. Pas dans ce cas-là, mais ça aurait pu arriver, c'est pas gênant. Là, simplement, le régime parisien tolère un peu de fructose, un peu de fruits. Celui plutôt de Lyon, non. Imagine que, il n'y a pas suffisamment de recul hein, pour, bien sûr, en apprécier les résultats prochains, mais que de toute façon, pour éviter l'idée de première est de, bien sûr, épargner le plus longtemps possible le foie, les reins et les intestins. Pour ce qui est des complications hépatiques, c'est la formation d'adénomes qui peuvent être de taille un peu problématique, hémorragique, et puis se transformer en carcinome. Et puis pour les reins, eh bien, c'est au fur et à mesure une surcharge de glycogène qui va engendrer l'insuffisance rénale. Donc c'est quand même des complications sévères. Plus on les repousse, mieux c'est, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres qui nous permettent de dire c'est mieux à Paris ou c'est mieux à Lyon. Je ne prendrai pas parti à cet endroit. En tout cas, pour tous, c'est une prise en charge diététique plutôt stricte. Et puis, bien sûr, en fonction des profils des individus, enfin même à glycogénose de type 1, on en prend deux différents, eh bien, pourquoi certains vont avoir une résistance, une autonomie aux jeûnes un peu plus grande que d'autres, ça c'est un peu variable. Est-ce que ça veut dire que Rémi, jusqu'à son décès, avait une sorte de poche alimentaire, ou est-ce qu'il pouvait manger à table? Comment ça se passait? Parce que bon, en fait, oui. À vrai dire, quand ils sont bébés, là, on n'a pas le choix. Ça a été le cas de Rémi. C'est souvent le cas, mais ça dépend. C'est pareil. C'est un peu du cas par cas. Il y a beaucoup plus d'alimentation artificielle, avec une sonde nasogastrique, que naturelle. Après, plus tard, lorsque justement, quand le tube digestif est mature, quand le bébé passe à un jeune enfant, eh bien, il reprend une alimentation normale, sauf que, normale, avec le régime alimentaire adapté, mais morcelé. C'est-à-dire que c'est pas comme nous, on a tendance à faire un petit déjeuner, un dîner. En général, on a trois repas par jour. Eux, souvent, ils ont ces 3 repas, on va dire, plus des collations intermédiaires. Puisque, on va rester sur l'exemple de mon fils Rémi. Lui, on savait que de 2 heures après une prise, qu'elle soit alimentaire ou une collation de substitut, eh bien, il fallait que toutes les 2 heures, il s'alimente. Donc, je sais pas moi, s'il reste 10 heures éveillé, eh bien, c'est 5 repas au lieu de 3. Et voilà. C'était quoi ces collations intermédiaires? Alors, les repas, ils sont donc
à base de sucre lent. Hein, la base du repas, c'est de la semoule, du riz, des pâtes, enfin, tout ce qui est sucre lent. Après, on peut bien sûr avoir des protéines avec la viande, enfin, les poissons, etc. Mais le socle de l'alimentation était celui-ci. Et puis, les collations, pour que ça soit plus discret et justement lui permettre d'embrasser une vie normale. Là, il était collégien, donc il a envie d'être avec les copains et les copines et de suivre les cours de façon normale. Eh bien, c'est de l'amidon de maïs, enfin la maïzena. Voilà, c'est pas pour citer de marque, mais la marque, voilà, que l'on trouve couramment dans le commerce. À condition de la prendre crue. Alors, c'est pas très bon, mais dilué dans de l'eau avec un polymère, parce que la maïzena va prendre un certain temps avant d'être un peu plus liquide. Oui, non, et puis il faut un ingrédient pour remonter la glycémie tout de suite, le temps que la maïzena fasse effet. Il y a des essais, bien sûr, on fait des dextros, on s'assure, enfin bref. Mais effectivement, donc c'est rapide parce que dans une petite fiole, on rajoute un peu d'eau, on agite énergiquement, on prend ça, il y en a pour... oui, c'est rapide à prendre et on est tranquille pour 2 heures. Voilà un peu le principe alimentaire. Arrivent les repas partagés avec la famille ou la cantine ou autre, où là, bien, par contre, si on se réfère à une journée de collégien, eh bien, là, on prend pas le même plateau repas que ses copains. Il est adapté. Il est apporté, il est adapté en fonction de ce qui est autorisé. Ouais. Bon, à part ce problème alimentaire important, est-ce qu'il avait une vie normale. Il faisait du sport, il lisait, il regardait la télé, jouait aux vidéos. C'est ça, une vie de jeune homme plutôt brillant et positif et orienté vers la vie, et avec justement des espoirs de guérison. Évidemment, ces personnes, malgré tout, ont tendance, on leur déconseille, et c'est un peu compréhensible, d'embrasser des carrières plutôt sportives, intensives ou de haut niveau, tout simplement parce qu'on a compris qu'elles n'ont pas accès au stock d'énergie, donc c'est pas toujours compatible avec justement Mais sinon, c'est une vie tout à fait normale qui s'offre à lui. Voilà. Donc en 2008, 5 ans après la naissance de Rémi, vous décidez d'agir déjà pour votre fils, mais aussi pour les autres malades, ouais. Et vous créez donc cette association Gène et Zik. Absolument. Donc, alors, le but de cette association, elle a un but quand même assez marqué, parce que c'est par rapport à la recherche. Les fonds que vous récoltez, on verra comment on fait pour récolter des fonds, comme toute association, mais ces fonds ont une destination assez précise. C'est ça. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors voilà, c'est-à-dire que je suis moi-même adhérent d'une association qui s'appelle l'Association francophone des glycogénoses, qui existe, elle, depuis 1992, et qui, elle est précieuse, hein, elle encadre, c'est un soutien pour les patients, pour les parents, etc., mais pour toutes les glycogénoses confondues, parce que là, on parle de type 1, mais il existe la glycogénose de type 2 ou maladie de pompe, le type 3, etc. etc. Donc même si on part de la même problématique de ce glycogène et de sa dégradation, eh bien en fonction de l'endroit où cette dégradation a un dysfonctionnement, ça va engendrer tout un panel de pathologies. Et en 2007, en octobre 2007, l'association francophone des glycogénoses, en raccourci l'AFG, va organiser une visite du laboratoire de recherche INSERM Lyon U12-13 qui vient de reprendre des travaux de recherche sur la glycogénose de type 1. Et là, ça va être la rencontre avec l'espoir de guérison. Donc, ma réflexion va être instantanée. Je vais me dire, voilà, l'AFG, elle, chapeaute, enfin en tout cas, elle est précieuse pour l'ensemble des glycogénoses. Venons en allier, supplémenter l'aide
de l'État, de l'hôpital, etc. Puisqu'on sait qu'à un moment ou à un autre, l'AFG sera confrontée à une problématique d'équité, puisque des projets viendront sur le type 2, sur le type 3, et il y en avait certains déjà qui étaient en cours. Donc elle va devoir fragmenter sa trésorerie, enfin, entre ces différents types de glycogénose. Elle ne pourra pas tout miser sur le... Enfin, tout miser. En tout cas, se tenir sur le type 1. Donc, l'idée, c'était de se dire, eh bien, créons une association qui, elle, dans ses statuts et dans sa volonté, va s'intéresser principalement au type 1. Alors, c'est pas par chauvinisme ou ne pas reconnaître un intérêt. Au type 2, au type 3, mais c'est parce que voilà. Je dis ça parce que ce qui est important de mentionner, c'est que grosso modo, la compréhension, la maîtrise de la technique de la thérapie génique, ce qui est compris pour le foie, pour le rein, servira de toute façon à d'autres pathologies. Donc c'est pas parce qu'on s'intéresse au type 1 qu'on est hermétique à d'autres pathologies, bien évidemment. Sauf que là, en tout cas, on sait que nous, on cible précisément ce projet de recherche médicale. Voilà. Donc vous créez cette association en 2008, Rémi a 5 ans. Et donc, l'idée, c'est puisque vous avez visité l'IRSEM, c'est d'apporter votre contribution, même modeste, pour que, mais ça se traduit quand même par quelque chose de précis, puisque grâce à l'argent récolté et grâce à d'autres appuis, on verra lesquels, vous permettez à un chercheur de l'IRSEM d'être rémunéré. C'est ça. Alors, en fait, la demande va être formulée ainsi. Alors les deux piliers de cette unité de recherche s'appellent Gilles Mithieu et Fabienne Rajas. Ils sont directeurs de ces unités, chercheurs donc, du CNRS. Et Fabienne Rajas va me dire, écoute, Sébastien, nous, ce qui nous manque, c'est des bras. On manque de personnel. Et donc, c'est de là où va partir cette idée d'aller financer une technicienne de laboratoire. Alors, ça a mis un petit peu de temps, créé en 2008, mais une association qui va avoir des temps forts, des temps de stand-by, enfin bref, différentes choses. Et le temps d'arriver à ficeler une convention de financement, parce que tout ça est très encadré, eh bien, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on finance intégralement le poste d'Alexandre Canella au cœur de ce projet de recherche. Donc, le fruit de nos actions, qu'elles soient, se transforme en du concret, c'est-à-dire c'est du personnel de laboratoire au cœur d'un projet auquel on croit beaucoup. Alors, vous êtes combien de membres dans votre association ? Alors, il y a le conseil d'administration, le noyau dur, on est 17. Vous êtes bien sûr le président, donc, complètement impliqué. C'est ça. Ça, c'est 17 personnes. Et puis, on a des membres adhérents. Alors, des personnes qui viennent nous soutenir, que ce soit quelque chose de plus populaire, qui sont les lotos, musicaux, enfin, les différentes actions que l'on mène. Et là, on est un peu plus de 2000 membres adhérents. Alors on va dire pas des clients, je ne vais pas dire ça, des gens qui sont sensibles à ce qu'on fait, qui contribuent d'une façon ou d'une autre. Alors, elles s'impliquent pas, elles ne sont pas impliquées dans la vie, elles ne sont pas décisionnaires, elles ne sont pas convoquées au conseil d'administration et autres. Quelque part à vous aider. Oui, absolument. Je les remercie, bien sûr, au travers de ce... Et vous avez une aide institutionnelle, il y a eu des conventions signées avec le Grand Chalon ou... Alors, Chalon et le Grand Chalon nous aident notamment pour le montage de certains temps forts dans le calendrier, par la mise à disposition d'infrastructures, de moyens de communication et autres. Ils sont attentifs à l'association génésique et les résultats, enfin, l'avancée, tout ça. On a pu bénéficier, il y a eu l'opération
Coup de pouce, hein, Oui. qui avait été en 2019. On a fait partie des candidats retenus, donc ça c'est... Je profite de remercier bien sûr la ville de Châlons et du... C'est une opération qui concerne, il y avait 90 000 € à répartir en différentes associations. C'est ça. Donc vous avez été bénéficiaire pour ça. Alors comme toute association, bien sûr, il faut avoir des adhérents, donc apparemment vous en avez, 17 c'est quand même pas mal, mais il faut faire de l'argent, donc on peut être aidé par des municipalités, par les entreprises, mais bon, il faut que les associations produisent des activités. Donc vous êtes ZIC, donc il paraît normal que votre principale activité pour retrouver de l'argent et aussi pour faire du bien, c'est faire de la musique. Et donc vous organisez des concerts et ça tombe bien puisque en espérant que le Covid ne sera pas une barrière, vous organisez donc un concert le vendredi 30 octobre, c'est-à-dire dans 10 jours, à la salle Marcel Samba. Oui. Et ça s'appelle donc Guitare et guérison. Donc bien sûr, guérison on comprend. Guitare, on se doute que c'est pas des trompettistes, c'est pas bon. Et c'est donc vous pouvez nous parler de ce concert avec deux parties. Donc je vous laisse nous en parler. C'est ça. Alors effectivement, on va pas revenir sur la situation sanitaire que l'on subit tous depuis mars 2020, qui met bien à mal de nombreuses structures, le monde associatif et le monde culturel en règle générale. Enfin bref, c'est très compliqué. Nous, comme tant d'autres, pas mal de nos événements reposent sur de l'événementiel. L'événementiel, qui dit événementiel dit rassemblement, et toutes les complications, voire les interdictions et les annulations que l'on a connues, mais pas que nous, c'est malheureusement pas simple. Alors effectivement, on espère, c'est dans l'actualité, je l'affiche, je sais pas. Donc Guitare et guérison. Avec donc Lady Java et ses garçons. Lady Java et ses garçons, et suivi d'une prestation d'un guitariste mondialement reconnu, Sylvain Luc. C'est un des plus grands guitaristes que compte cette planète. C'est vraiment un musicien extrêmement impressionnant. Quel genre de musique joue Sylvain Luc? Alors Sylvain Luc, en fait, on pourrait pas l'édicter, mais en fait, il n'a pas franchement de style. Oui. Il utilise la guitare de façon très particulière, donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir le découvrir. Il est peut-être un petit peu plus jazzy, si on veut quand même... Mettre une étiquette, il est un peu plus jazzy que le reste. Lady Java, nous fait voyager, alors à la française. Alors à la française, ça veut rien dire, mais on a des parfums comme ça, un peu d'accordéon, de chansons, chansons à texte. C'est poétique, humoristique, un peu burlesque. C'est un joli mélange. C'est vraiment. Alors là, pour le coup, c'est local. C'est-à-dire, elle est de la région? Oui. Il y a un de mes frères, Lionel, qui est le papa de ce concept, en termes de composition, de création, à peu de choses près, mais voilà, peu de choses près, surtout dans l'écriture, des textes. Et on y retrouve des musiciens du cru, du coin, Eric Bijon notamment, immense accordéoniste, Swing Folly, et j'en passe, qui les accompagne, Tipol, Pierre Grange qui est batterie et percussion, et puis laissons Lady Java pour pas dévoiler, mais bon, bref, qui nous embarque dans une ambiance vraiment très agréable, et puis qui vont laisser place à ce maestro qui lui, alors, il a sa signature, mais ça c'est depuis le départ. La première fois qu'il décroche un label pour une maison de disques qui fait son premier album, il va arriver en studio sans savoir ce qu'il allait jouer. Et donc il va se mettre à improviser. Il improvise. Et ça sera sa signature qu'il va conserver maintenant depuis
Donc décennies. là, il va improviser. Sans doute. Alors, bien sûr, il a des outils, évidemment. Donc on a parole et musique dans la première partie avec Lady Java, et on a musique guitare pour la deuxième partie. Et puis Sylvain qui, malgré tout, intervient, nous raconte un peu ce qui est... Il parle. Voilà. Pas que... il fait des anecdotes et autres. Donc, bien sûr, toutes les précautions sanitaires vont être prises. Donc, la salle qui contient à peu près 1000 personnes va accueillir un maximum 500 personnes, une place sur deux, les masques, les tout le... Ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui fait maintenant notre quotidien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? En fait, soyez attentifs à l'association Génésique, www.génésique.com. Puisqu'il y a ce temps, bien sûr, dans l'actualité, on espère le maintenir le 30 octobre, pour revenir pour le... Vous saurez quand, si c'est maintenant? J'aimerais beaucoup répondre à cette question. Ça peut être le samedi, le vendredi matin? Ça peut être aussi... Je ne sais pas. En tout cas, on va dire que c'est bon. On va dire c'est bon. Donc on dit aux gens, vendredi à 20h, la Saint-Marcel Samba, il y a 500 places. Il y a un grand guitariste, Sylvain Luc, et Lady Java. Et ces garçons... Et c'est pour une cause... de recherche médicale. Et soyez attentifs parce que Châlons et Grand Châlons, notamment avec la ville de Saint-Rémy, on a dû malheureusement l'annuler cette année, ça aurait dû être les 10 et 11 juillet, le Saint-Rémy Blue Festival. Là, on a posé des jalons pour 2021, le 9 et 10 juillet 2021. Donc on en reparlera, mais des temps plutôt intéressants. Parce que pour l'année 2020, il y avait plein de temps. Celui-là est le dernier, mais il y avait plein de temps que le confinement et après que les mesures sanitaires du Covid, on parlait de Saint-Rémy, mais voilà. On contrariait. Bien sûr, on a dû annuler beaucoup de choses. C'est aussi une association, bien sûr, on peut venir au concert, donc contribuer, mais on peut faire aussi des dons dans toutes les associations. Puis si on se sent très motivé, on peut apporter ses idées, son aide. L'idée, c'est qu'il y a une forme de contrepartie. C'est-à-dire que c'est pas simplement vous demander de l'argent comme ça, on vient assister à quelque chose d'agréable, de sympathique. Et derrière, on fait une bonne cause. On aime bien ce type de philosophie. On n'a rien inventé, c'est un classique, mais en tout cas... Un classique qui marche, sur les autres opérations, ça marchait? C'est plutôt c'est assez variable, mais globalement ça se passe plutôt bien, et que ce soit sur des choses plus, je veux dire populaires, mais c'est dans le bon sens du terme, sur des manifestations plus familiales et autres, type loto, où tout se passe bien, et ces temps plutôt culturels, ou musicaux, mais également grand public finalement, où là, il y a souvent un besoin d'une inertie, mais là, ça prend forme, et je pense que pour les Chalonnais, vous avez pu repérer ces affiches qu'on vient de montrer. Il y en a plein dans la ville, donc le travail a été bien fait de communication. Je signale que l'entrée n'est pas libre, mais elle est à votre libre choix. C'est ça. On a opté pour la participation libre, donc c'est votre générosité qui vous guidera. Donc voilà, faites ce que vous pouvez. Et surtout, venez assister à ce concert, non seulement parce que c'est un concert de qualité, puis aussi c'est parce que c'est une cause humanitaire et qui va servir non pas uniquement aux 200 malades, mais à ce qui va permettre à la recherche d'avancer sur toutes ces maladies rares qui nous empoisonnent. Et puis j'insiste bien, le chemin entre le don, la participation, et se transforme en du concret. C'est quelqu'un qui travaille. Et c'est encadré, on se tient à disposition, tout est cadré. Sébastien, je souhaite bon courage. Merci. Je sais que vous avez vécu un moment difficile depuis la naissance de Rémi jusqu'à sa mort. On sent que vous avez envie de combattre cette maladie pour l'avenir, pour les autres. Et donc voilà, pour nos téléspectateurs, vous avez, je pense, appris plein de choses sur une maladie dont on parle très peu. Voilà, il y a une association chalonnaise, donc on parlait peut-être encore moins. Oui. Et voilà, et qui fait plein de choses et qui se bat. Donc je vous invite
à venir nombreux, en sachant qu'il y a à peu près 500 places. Vendredi soir, nous on fera une petite couverture vidéo, hein, montrer un petit peu ce qui se passe avec Lady Java et ses garçons, et Sylvain Luc. Ses garçons, n'oublions pas qu'elle a des garçons, et Sylvain Luc, pour vous montrer un petit peu voilà, ce qui s'est passé. Bon, voilà. Écoutez, donc, prochaine émission sous peu. On va aborder dans nos prochaines émissions, je vous l'annonce, des questions municipales. On va recevoir maintenant, on reçoit tous les mois les différentes composantes du conseil municipal, 13 minutes. On va recevoir une autre association humanitaire qui s'appelle Habitat Humanisme, qui mène une grande action à la fin du mois. Hein. Puis on va recevoir, parce que c'est quand même octobre rose, par rapport au cancer du sein, on va recevoir une cancérologue spécialisée dans le cancer du sein pour nous expliquer est-ce que la médecine a progressé ou pas. Merci à vous et à bientôt sur Chalon TV, donc chalontv.info. Et donc, lorsque la vidéo sera mise en ligne très vite, hein, puisque nous sommes ici en direct, vous aurez sur Facebook l'annonce que la vidéo est en ligne. Et vous cliquez sur Facebook, parce que vous ne verrez pas la vidéo sur Facebook, vous cliquez pour aller la voir sur le site chalontv.info. Merci à vous et à bientôt. Merci.